Bonjour à tous. Donc le titre de ce plénier, c'était Mai 68, une révolution manquée. Et je pense qu'on aurait pu mettre un point d'interrogation parce que c'est un peu le cœur, je pense, de la discussion qu'on va faire ici. C'est-à-dire que souvent Mai 68, c'est résumé à une simple révolte étudiante. Quand on regarde les grands médias, enfin les principaux, voilà, les gens qui parlent à la télé, etc. Nous, évidemment, c'est pas notre propos. Mai 68, ce qui caractérise d'abord Mai 68, c'est la plus grande grève générale de l'histoire de l'Occident. Enfin, je pense que c'est un peu peut-être basique pour tout le monde ici dans la salle. Et en même temps, ça pose tout d'emblée une contradiction, un problème. Et moi, c'est comme ça que j'ai choisi d'introduire un peu le topo. Parce qu'on a entre 7 et 10 millions de grévistes, selon les chiffres qui sont disponibles, parce qu'il y a un moment donné, ça devient difficile de calculer. Et en fait, pour donner une petite comparaison, c'est largement supérieur, par exemple, à ce qu'étaient les grandes grèves de 36, où on avait à peu près 2 millions de grévistes. Donc là, on est bien au-dessus. Et en même temps, il y a un paradoxe, c'est que les acquis de mai 68 sont bien inférieurs à ce qu'ont été les acquis de 36. Je veux dire, quand on regarde le contenu des accords de Grenelle, enfin qui ne sont pas vraiment des accords, on détaillera un petit peu après, etc., qui n'ont jamais été vraiment appliqués, mais en tout cas, c'est quand même le contenu qui a existé. Bon, voilà, il y a quoi ? Il y a une augmentation du SMIC de 25%, il y a des augmentations de salaire par-ci par-là. Bon, il y a la remise en cause, on peut dire ça c'est le plus important de l'ordonnance sur la sécurité sociale qui était passée l'année d'avant. Mais en tout cas, il faut savoir que par exemple les augmentations de salaire, c'est un calcul qui a été fait après, elles ont été rattrapées quasiment dans l'année. Parce qu'on était à une époque où il y a une inflation énorme, de toute façon il y avait des augmentations de salaire importantes chaque année, et donc du coup, en fait, grosso modo, un an après, les acquis de 68, ça reste très limité. Et du coup, c'est contradictoire avec l'énergie et l'ampleur de la grève qui a été déployée. Et en fait, cette question, à mon avis, elle n'est pas anodine, parce que c'est ça qui alimente aujourd'hui toutes les interprétations de mai 68 qui visent à dire, finalement, c'était pas si important que ça. Et grosso modo, il y en a plusieurs, en fait. Il y en a un peu trois grandes qu'on peut identifier. La plus simple, c'est de dire que c'est une simple escarmouche, étudiants-police, révolution des mœurs, etc., où la grève générale n'existe pas. C'est peut-être même la majoritaire, c'est beaucoup. Vous pouvez avoir des émissions entières à la télé ou à la radio sur mai 68, on ne voit pas la grève générale. La deuxième, et là, ça c'est plus compliqué déjà, c'est pour certains la preuve de la faiblesse du mouvement ouvrier, de dire, voilà, il y a bien eu une grève générale massive, mais on voit bien qu'en fait ça ne permet pas la révolution, donc le mouvement ouvrier, ce n'est plus le sujet social, voilà, il n'y a plus de centralité de la classe ouvrière, et c'est notamment des auteurs comme Alain Touraine qui, dans les années 70, vont expliquer qu'il faut chercher des nouveaux mouvements sociaux, des nouveaux sujets sociaux qui soient capables de faire la révolution. Ils vont faire une série comme ça de mouvements sociaux. Et il y a même une interprétation après qui est la pire, qui est de dire, qui est portée par les gens plus réactionnaires, qui est d'expliquer que c'est carrément, mai 68, une contre-révolution qui annonce l'ère du libéralisme et de l'individualisme, et qui permet, voilà, ce qu'on connaît aujourd'hui, la cité libérée, etc. Et le problème, c'est que cette vision des choses, elle est, dans une mesure, reprise par des gens même qui se revendiquent du marxisme aujourd'hui. Je pense par exemple à Zizek, je ne sais pas si certains connaissent, qui est un philosophe, et qui pour lui dit, sans reprendre totalement la thèse évidemment réactionnaire, il dit quand même que mai 68, globalement, ça a aidé le capitalisme à dominer. Et on peut dire que ça, c'est très alimenté par la conversion ostentatoire d'un certain nombre de figures de mai 68, type voilà, Cohn-Bendit et Goupil, la petite bande qui sont aujourd'hui les principales figures de ce qu'était mai 68 malheureusement, et de dire, voilà, en fait, c'est des gens qui voulaient juste le libéralisme, et ils l'ont eu, et maintenant ils votent pour Macron, et c'était ça mai 68, quoi. Voilà, et du coup, je pense que on voit qu'à partir de cette interprétation, du coup, c'est très important d'arriver à bien caractériser mai 68. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que c'est une situation pré-révolutionnaire, révolutionnaire ? Dans quelle mesure ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est une révolution manquée ? Et pareil, qu'est-ce que ça veut dire ? L'objectif, il n'est pas tant d'apporter des réponses définitives dans quelque chose qui continue de faire débat aujourd'hui, mais d'essayer de voir de quoi on parle exactement voilà, dans la problématisation. Et
moi, je pense que c'est essentiel d'analyser l'histoire de mai 68 comme ça, pour au moins 2 raisons. La première, c'est que ça empêche de le penser comme une logique de commémoration, juste de dire « Ah, il s'est passé un grand truc, etc. », mais d'essayer de comprendre les fils de continuité qui existent jusqu'à aujourd'hui et comment ça structure après des pensées politiques, etc. Et nous, comment on se situe par rapport à ça. Et aussi, évidemment, comment est-ce que ça peut nous donner des armes théoriques pour affronter la réalité d'aujourd'hui, recommencer et réussir mai 68. Grosso modo, j'ai fait 3 parties. La première, c'est la grève générale, la vacance de pouvoir. Et justement, l'idée, c'est d'essayer d'éviter d'avoir quelque chose de trop descriptif et linéaire, mais plutôt d'essayer de voir comment on peut synthétiser l'ensemble. La deuxième partie, sur qui dirige le mouvement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas, comment ça se passe. Et troisièmement, sur la question du parti révolutionnaire, qui est la grande question un petit peu de mai 68. Donc, d'abord, la grève générale. Bon... Je ne sais pas si tout le monde sait, mais du coup, pour faire un peu rapidement, la grève générale, elle commence, elle n'est pas généralisée à ce moment-là, mais elle s'enclenche le 13 mai, à l'occasion d'une journée d'action, initiée par la CGT et la CFDT, et qui réunit, selon les sources, entre 500 000 et 1 million de personnes à Paris. Et cette journée d'action, elle est décrétée en soutien aux étudiants de la Sorbonne, voilà, après la nuit des barricades, etc. Je pense que tout le monde connaît, début mai. La CGT, qui au début avait un discours, et le PC, qui au début avait un discours d'expliquer que c'était les provocateurs gauchistes, voilà, en fait, qui étaient contre la classe ouvrière, au bout d'un moment, il y a un tel mouvement de solidarité à la base qu'elle est obligée d'appeler à une journée d'action, et tout en pensant à ce moment-là que en fait, ça va lui permettre de dégonfler un petit peu la poussée à la base et que ça va se finir là. C'est comme ça qu'il déclenche la chose. D'ailleurs, on y reviendra, mais il ne lance pas d'appel à faire une grève générale, à faire quelque chose et à continuer. Juste sur le mouvement étudiant, je laisse cette discussion pour demain, parce que c'est l'objet du topo de demain. Mais je pense que c'est, pour dire une chose, c'est important à mon avis de voir 2 choses. La première, c'est que il faut un peu sortir, à mon avis, de la vision idéale typique selon laquelle il y aurait d'abord les étudiants, après les ouvriers, après la remise en cause du pouvoir, parce qu'en réalité, les choses sont beaucoup plus enchevêtrées que ça. Notamment, Ludivine Bantini, qui fait une intervention cet après-midi, explique pas mal ça dans son bouquin, c'est-à-dire comment est-ce qu'il y avait plein de convergences étudiants-ouvriers. Déjà à la base, elle montre par exemple les affrontements de mai. Il y a un certain nombre d'ouvriers qui ont été arrêtés dans les affrontements de mai, c'était pas que les étudiants. Voilà. Et d'autre part, le mouvement étudiant, il n'est pas totalement étanche au mouvement ouvrier. Dans le sens de ce que disait par exemple Trotsky, déjà bien avant 68, il disait que le mouvement étudiant, c'est une forme de caisse de résonance des contradictions de l'ensemble de la société. Et il disait même quelque chose de particulier, il disait « Lorsque le prolétariat n'est pas encore prêt à assumer cette tâche, ce sont souvent les étudiants qui occupent l'avant-scène. » Bon, il dit ça dans un contexte totalement différent, mais on voit que en fait, ça se reproduit d'une certaine manière. Et quand il entend ça, c'est aussi pour... c'est pas seulement pour dire ils précèdent, mais c'est aussi pour dire en réalité, ils sont l'expression de quelque chose qui va se passer. Ils sont un peu un signe annonciateur aussi, quoi. Et ça, c'est d'autant plus vrai que le mouvement étudiant, il connaît une massification énorme dans les années 60. Voilà, c'est le moment où il y a plein de gens qui s'inscrivent à l'université. Et donc, du coup, ça renforce l'aspect de caisse de résonance. Et notamment parce qu'il y a une petite, mais quand même qui existe, entrée des fils d'ouvriers à l'université. Je crois, il me semble que les chiffres, après, c'est de l'ordre de 10% des étudiants qui sont fils d'ouvriers à cette époque-là. Donc c'est très faible, mais ça existe. Et voilà, et c'est pour ça que la révolte étudiante, elle va communiquer à la classe ouvrière, parce qu'elle exprime une radicalité qui traverse la classe ouvrière, et notamment, elle exprime une détermination qui va un petit peu inspirer les ouvriers en 68. Et d'autant plus, c'est-à-dire, c'est l'idée de dire, ah ben voilà, il y en a, il y a des gens qui ne sont pas capables de bloquer les moyens de production, qui n'ont pas la force des travailleurs, etc. Et pourtant, ils vont au carton, ils font quelque chose, ils sont ultra déterminés, etc. Et en plus, ils s'adressent à nous. Et je pense qu'il y a un mot d'ordre un peu qui synthétise ça,
qui est parfois repris, c'était quelque chose qui se disait en 68, alors je ne sais pas dans quelle mesure, mais qui est de dire « prenez notre drapeau de nos mains fragiles ». Voilà, portez notre drapeau, nous on veut se battre pour vous, etc. Il y avait ce truc-là. Donc très vite, il y a eu un effet de communication voilà, avec la classe ouvrière. Et je pense que ça, c'est important, parce que finalement, le contenu de la révolte étudiante, qui a un aspect, oui, un petit peu contre la morale, contre l'autorité, etc., souvent on veut l'assimiler à quelque chose qui est juste un effet de génération et en plus un peu dépolitisé, ou en tout cas qui n'a rien à voir avec la lutte des classes. Et en fait, ça a un rapport avec la lutte des classes parce que c'est aussi voilà, contre l'arbitraire du pouvoir gaulliste que ça s'exprime, contre la dictature des petits chefs dans l'usine, et voilà, et ça résonne vraiment avec tout un vécu dans la classe ouvrière, et notamment de la jeunesse ouvrière, et avec l'aspect important qui est que cette révolte de jeunesse, c'est pas quelque chose qui est vu d'un mauvais œil par les parents, enfin voilà, et c'est quelque chose qui est beaucoup décrit, même à l'époque. Je sais que par exemple il y avait une discussion justement où par exemple même Balladur au gouvernement était sur une ligne plus de conciliation parce qu'il disait c'est pas seulement les étudiants, mais il y a vraiment les parents qui soutiennent cette révolte et c'est ça qui donne un aspect particulier. La preuve un petit peu de ça, de cette radicalité qui émerge, et dont parfois on a tendance un peu à oublier, c'est les nombreux conflits ouvriers très radicaux qui précèdent 68. Je prends qu'un exemple, on pourra en prendre qu'un, mais c'est quand, janvier 68, il y a une grève illimitée qui est déclenchée, donc grève illimitée c'est quand même, voilà, et des affrontements avec la police, avec les étudiants qui sont à côté. Et du coup on voit bien qu'en fait, je veux dire, l'expérience du début mai, les étudiants qui se font réprimer à la Sorbonne, ça résonne avec des expériences passées de certaines franges de la classe ouvrière. Et c'est pareil quand on regarde le contenu des slogans lors de la manifestation du 13 mai. Bon, déjà, il y a le contenu qui est que c'est un soutien à la répression, donc c'est une question directement politique qui fait qu'on se met en grève et on va dans la rue. Mais il y a beaucoup de slogans qui sont sur De Gaulle disant ça suffit. Donc c'est une revendication contre le pouvoir, voilà, qui dépasse largement le cadre de ce qu'est le syndicalisme normal, c'est-à-dire des revendications économiques partielles, et des nombreuses banderoles, par exemple, c'est Ben Saïd qui note ça, qui revendique le plein emploi, par exemple. Donc il y a une revendication, voilà, on voit bien, le plein emploi, c'est même pas la baisse du temps de travail, etc. C'est vraiment un projet de société plus, quoi, qui s'exprime à travers ça. Et en fait, dans ce contenu de la révolte contre l'autorité, voilà, qu'on résume souvent à une simple révolte adolescente, derrière on peut y voir aussi le refus du type de pouvoir, je pense que c'est ça que c'est important, qui existe à cette époque, parce qu'on a un pouvoir ultra personnalisé autour de De Gaulle, qui arrive au pouvoir par un espèce de coup d'État, et qui s'acharne à casser les acquis des travailleurs, et par une manière très... voilà, on pourrait dire bonapartiste, très, très autoritaire, et notamment un symbole très fort de ça, et qui pour certains est un élément un petit peu qui est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est les ordonnances de l'été 67, donc qui ont lieu un an avant. C'est intéressant quand même la question des ordonnances, c'est-à-dire avec la même logique qu'on peut connaître aujourd'hui, c'est-à-dire faut frapper vite, faut aller vite, etc., pour pas qu'il y ait une contestation, et ces ordonnances font plusieurs choses, mais le plus important, c'est qu'elles s'attaquent à briser la sécurité sociale telle qu'elle existait après-guerre en 1945. Voilà, et plus fondamentalement, ce qui s'exprime, c'est le refus des semaines à rallonge. Faut savoir qu'en moyenne, on travaille 48,6 heures par semaine, des cadences infernales, et voilà, je disais, et l'autorité des petits chefs, et c'est pour ça, le contenu de la révolte anti-autoritaire, il y a aussi ce truc-là, quoi, dans un contexte où la représentation syndicale à l'intérieur des usines, elle n'a rien à voir avec aujourd'hui, elle est quasiment inexistante. Et ça, je pense que c'est important, c'est parce que c'est justement parce qu'il s'agit d'une remise en cause donc générale, qui n'est pas une somme de choses partielles, qui pose des questions sur un plan plus politique, que la grève, elle peut se généraliser. Parce qu'en réalité, le propre d'une grève générale, justement, c'est son caractère au moins décloisonné entre les secteurs. Donc ça lui donne forcément un caractère politique. Après, c'est pas forcément... Enfin, ça se discute, ce caractère politique de la grève, on y reviendra. Mais en tout cas, c'est ça qui donne la possibilité de l'extension de la grève.
Et aussi, c'est cette rupture radicale de l'ordre établi qui fait que les méthodes qui vont être appliquées, c'est des méthodes ultra radicales, c'est-à-dire c'est des grèves sauvages, il y a des occupations, bon, ça c'est assez connu, il y a un grand moment d'occupation, mais il y a aussi plein de scènes incroyables qui sont racontées, où il y a des séquestrations de patrons, mais vraiment des fois ça va, les patrons s'échappent, les gens les rattrapent en voiture, les arrêtent, les séquestrent, etc. Enfin, et par exemple, la CGT fait tout pour dire non, on peut pas faire ça, et elle essaie un peu de bloquer le truc, mais il y a vraiment une poussée de méthode ultra radicale où en fait l'ordre normal n'existe plus, quoi. Je veux dire, c'est une remise en cause vraiment de l'ordre dans les usines, etc. Et c'est l'espèce, enfin, voilà, quoi, c'est la colère qui s'exprime de manière brutale, quoi, contre les patrons. Je pense que ces méthodes, ça joue un rôle important pour fonder aussi le sentiment un petit peu d'allégresse qui est souvent relaté lors de mai 68, qu'on dit le joli mois de mai. Alors évidemment, c'est un aspect de la chose, parce que derrière, il y a toute la violence aussi qui s'exprime, j'en parlerai un petit peu. Mais c'est ce que dit par exemple Xavier Vignat, c'est qu'il y a vraiment ce qu'il appelle, lui, une rupture de l'ordre usinier, où, en fait, non seulement on occupe, mais on dit l'usine, elle est à nous, et on est content de l'avoir récupérée, enfin, il y a une fierté, etc. Et à l'intérieur, on discute des revendications, de quel monde on veut, on discute vraiment de plein de choses, des politiques, etc. Et je pense que là-dedans, l'essence de la grève générale, c'est quelque chose qui ressort pas mal. Et c'est notamment ce que disent Ben Saïd et Krivine dans un bouquin qui s'appelle Messi, qui est écrit en 88 et qui est un peu le bilan 20 ans après mai 68. Et ils disent, à mon avis, une phrase qui est intéressante pour comprendre ce qu'est la grève générale. Ils disent une grève générale, c'est tout autre chose qu'une somme de grèves locales, autre chose qu'une grande journée d'action qui dure et se prolonge un mois durant. Parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir cette impression, en fait. La grève, c'est juste plus de secteurs, plus longtemps, etc. Ils disent, soudain, le cercle du fer de l'exploitation, de la soumission à la pointeuse, de la subordination à la machine est brisé. Le rapport entre les hommes reprend le dessus sur le rapport entre les choses dont il était captif. Il ne faut pas aller chercher ailleurs la source de cette redécouverte de la parole, de la communication, de la sociabilité, vécue dans l'émerveillement et dans l'enchantement. Et donc, je pense que ça explique beaucoup pourquoi on va avoir cette extension extraordinaire du mouvement jusqu'à, donc le 13 mai, c'est là où les hostilités se lancent un petit peu, et le 20 mai, c'est là où la grève elle atteint son paroxysme, elle généralise, sachant que tout ça se fait de manière totalement désorganisée, sans mot d'ordre, sans appel, etc., des directions syndicales. Tout au plus, elles arrivent à empêcher les choses les plus radicales, comme je disais, séquestration, etc. Voilà. Et je pense que j'avais mis une petite citation de Trotsky à ce moment-là parce que je pensais que c'était intéressant, parce qu'en fait, en mai 68, avant mai 68, personne ne pense que c'est possible. Enfin, même les organisations révolutionnaires, ils disent on ne pense pas qu'on va s'attendre à un grand mouvement social, etc. Et c'est sur ça que s'appuie par exemple la CGT pour jamais lancer des grands plans de bataille. Ils disent, en fait, les travailleurs ils sont pas prêts, etc. Sinon on ferait. Et on voit bien que mai 68 démontre l'inverse. Et cette contradiction, elle est exprimée par Trotsky dans un texte assez vieux qui est 36. Donc c'est à l'époque des guerres de 36, mais je trouve qu'il résonne bien avec l'expérience de mai 68. Ils disent les chefs, parce qu'en plus c'est les mêmes acteurs en l'occurrence, parce que lui il parle de la France, ils disent les chefs du parti communiste peuvent certes invoquer le fait que les masses ne font pas écho à leurs appels. Invoquer pour dire c'est pour ça qu'on fait rien. Il dit or ce fait n'infirme pas, mais confirme notre analyse. Les masses ouvrières comprennent ce que ne comprennent pas les chefs, c'est-à-dire dans les conditions d'une très grande crise sociale, une seule lutte économique partielle qui exige d'énormes efforts et d'énormes sacrifices ne peut pas donner de résultats sérieux. Pis encore, elle peut affaiblir et épuiser le prolétariat. Les ouvriers sont prêts à participer à des manifestations de lutte et même à la grève générale, mais non pas à de petites grèves épuisantes sans perspective. Malgré les appels, les manifestes et les articles de l'Humanité, les agitateurs communistes n'apparaissent presque nullement devant les masses en prêchant des grèves au nom des revendications partielles immédiates. Ils sentent que les plans bureaucratiques des chefs ne correspondent absolument pas à la situation objective ni à l'état d'esprit des masses. Sans grande perspective, les masses ne pourront et ne commenceront à lutter. Ça, je pense que c'est intéressant parce que mai 68, ça a été le moment aussi où a été posé justement un peu plus ces grandes perspectives là, et c'est ce qui explique la chose. Bon, et à partir du 20 mai, les choses s'accélèrent très rapidement. Le 24 mai, le pouvoir qui était jusqu'ici très silencieux, il y a De Gaulle qui fait une annonce. Il dit qu'il va lancer un référendum, et ça n'a juste quasiment aucun écho dans la situation, quoi. Ça change rien. Et surtout, à partir du 25 mai,
il y a une tentative de négociation qu'on appelle les accords de Grenelle qui durent 2 jours. Bon, on voit très bien pourquoi le pouvoir il veut sortir de l'ornière, mais la CGT aussi, elle commence à se dire il y a un moment qu'on ne contrôle plus du tout, il faut faire quelque chose, il faut faire entrer dans le rang, et donc ils essaient de négocier quelque chose. Et en fait, c'est assez marrant parce que du coup, il y a des accords, mais qui sont des accords vraiment ridicules, bon, qui sont une partie de ce que j'avais cité au début, mais on pourrait entrer dans le détail, mais c'est pas forcément le plus important. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les bureaucrates de la CGT, eux, ils n'ont pas l'impression que c'est si scandaleux que ça, les accords qu'ils vont proposer. Et donc, ils arrivent à Renaud Billancourt, qui est un petit peu la tête de pro du mouvement, et il y a Benoît Frachon, donc une des têtes de la CGT, et qui dit, je trouve que c'est assez marrant, donc il faut le citer quand même, il dit « Nous avons conservé, donc pour introduire le rapport, nous avons conservé le sang-froid, la fermeté, mais aussi la conscience de ce qui existe et non pas des rêves qu'on fait. Je vous souhaite de réussir le plus possible et en même temps de vous sentir solidaire et me réjouis de ce que des millions de travailleurs mal payés et maltraités dans les usines vont profiter de votre effort dans ce combat. » Donc il dit ça. Ensuite, il y a le patron de la société qui présente les accords et qui dit voilà. Et en fait, ils se font totalement huer et siffler. Et je veux dire, on voit bien qu'eux ne s'attendaient pas à ça. Ils préparent le terrain en disant bon, voilà. Et du coup, là, on atteint le paroxysme de la crise. Parce que pour le pouvoir, ils commencent par comprendre que les directions syndicales avec lesquelles ils sont en train de négocier, en réalité, ils ont une incapacité à pouvoir faire accepter les revendications par la base et elles ne contrôlent plus grand-chose, quoi. Et en plus, ce qui se passe à partir du 24 mai, c'est que les manifestations qui s'étaient arrêtées pendant 11 jours, parce que la dernière c'était le 13 mai, reprennent de plus belle, et même c'est beaucoup plus explosif la situation, notamment parce que le pouvoir, il a bien vu que taper sur la tête des étudiants et des ouvriers, ça radicalisait le mouvement, et donc maintenant il dit on y va mollo, etc. Et du coup ça laisse place à des scènes surréalistes. Enfin, quand vous voyez les manifestations qui sont décrites le 24 mai par exemple, c'est des gens qui circulent toute la journée dans Paris. C'est pas une manifestation, on fait Bastille République, c'est toute la journée, on se discute tout le temps où on va et machin tout. Mais même par exemple, il y a un truc qui est raconté par Ben Saïd, il dit, à un moment donné, il y a des manifestants qui attaquent les portes des ministères de la Justice et des Finances, donc les deux ministères, et il n'y a aucune police pour les arrêter, il n'y a rien. Et c'est des manifestants qui les arrêtent, qui leur disent ouais non, c'est la provocation, faut pas faire ça, etc. Mais on voit bien que c'est une situation, je veux dire, il y a des traits insurrectionnels de la situation quand il y a une capacité à faire ça, quoi. Le 29 mai, donc là on est au point un peu supérieur, c'est un peu connu, il y a le général de Gaulle qui part de Paris en catimini, sans le dire à personne, enfin en tout cas en le disant vraiment à ses cadres rapprochés, il y a peu de monde qui sont au courant. Et il va voir le général Massu à Baden-Baden, en Allemagne, qui est le commandant en fait, en chef des forces armées stationnées en Allemagne. Et bon, ce qui est décrit, c'est De Gaulle qui est totalement au bout du rouleau et qui dit c'est foutu, on va plus pouvoir rien faire, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et en fait, bon, on connaît pas tout. Il a écrit un bouquin, le général Massu, sur ça, mais bon, on suppose qu'il y a sûrement des filtres qui sont passés par là. Qui raconte cette expérience. Mais en tout cas, ce qu'on pense raisonnablement, c'est que d'une part, il voulait s'assurer le soutien des forces armées. C'était corroboré par un certain nombre de déplacements de troupes, c'est-à-dire il y avait la possibilité éventuellement de dire on envoie l'armée à Paris. Et en même temps, aussi, c'était pour demander conseil à quelqu'un qui était un de ses proches, etc. Et par ailleurs, d'une certaine manière, ça a marché. Lui-même, De Gaulle dira à la femme du général Massu, un peu plus tard, c'est la Providence qui a placé votre mari sur mon chemin. Voilà, parce que ça va le remotiver. Et il va lancer un gros plan de contre-offensive qui sont le 30 mai. Il annonce, alors que tout le monde pensait qu'il allait... Enfin, la rumeur enflait qu'il allait démissionner, on savait qu'il n'était plus à Paris, etc. Il annonce qu'il va se maintenir au pouvoir, qu'il ne se retirera pas. Il dissout l'Assemblée nationale et il organise des élections législatives le 23 et 30 juin. Et d'une certaine manière, c'est un petit peu le début de la fin, parce que je reviendrai un petit peu, il y a plein de choses qui se passent au mois de juin, c'est pas le problème, mais on va dire que c'est un plan qui va réussir, puisque à partir du 23 et 30 juin, ils vont restabiliser l'ordre, et par ailleurs, les gaullistes vont être reconduits au pouvoir. Mais en tout cas, on voit à la lecture de ces événements quand même qu'on n'est pas face à des faits mineurs, quoi. On est face à quand même une situation qui a un certain nombre de traits révolutionnaires. Donc la deuxième question, c'est un petit peu qui dirige ce mouvement, comment ça se fait. En fait, il y a un paradoxe de la grève générale,
qui est connu. D'ailleurs, Xavier Vignat, par exemple, explique que... c'est un spécialiste des luttes ouvrières, notamment 68. Pour lui, il dit qu'il n'y a pas de grève générale justement pour ça. Je pense que c'est un peu discuté, mais en tout cas, c'est un truc qui est connu, c'est que la grève générale, à aucun moment, elle a été lancée ou décrétée par aucune confédération, quoi. Et la CGT, en fait, notamment, elle refuse de le faire en prenant appui sur des arguments qui résonnent pas mal avec des choses qu'elle peut dire aujourd'hui quand elle refuse de lancer des plans de bataille. Elle dit, c'est aux travailleurs de décider, à la base, etc. Donc bon, c'est totalement hypocrite, en fait, évidemment, parce que dans le même temps, ils s'assurent qu'ils ne décident pas, donc voilà. Et ils disent, on ne veut pas casser l'unité syndicale qui existe, etc. Donc ça, c'est l'argument de façade. Le vrai argument, c'est que la CGT ne peut pas assumer la grève générale. Parce que assumer la grève générale, c'est assumer son contenu politique et sortir de toutes les revendications partielles, isolées, économiques, etc., qui sont sa tradition. Évidemment que si vous voulez un programme d'ensemble pour la grève générale, ça suppose en fait d'avoir un contenu politique sur voilà, la réforme de la société que vous voulez, l'organisation du travail, enfin tout ce que vous voulez, mais vous voyez bien, enfin on voit bien que c'est autre chose que le syndicalisme. Et ça, c'est très important parce que ça fait écho à ce qu'est la charte d'Amiens, c'est-à-dire qui est un des principes fondateurs de la CGT, qui explique qu'il faut diviser le syndicalisme et le politique, et c'est exactement ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils disent la grève générale, comme c'est la grève générale, nous, on n'a pas de mode, voilà, on va pas faire un programme pour ça. Et par contre, à côté du mouvement, tous les partis politiques réformistes, eux, ils font leurs projets, etc. Et notamment dans le cadre des législatives, ils expliquent, voilà, eux, ils ont un programme. Ils ont un programme pour économique, ils ont un programme démocratique pour quel type de gouvernement. Ils disent qu'il faut la démission de De Gaulle, j'en sais rien, tout ce que vous voulez, mais ils ont tout un programme, quoi. Et du coup, à ce moment-là, on a un petit peu un certain vide qui existe. Je veux dire, dans le sens où faut comprendre que ce mouvement, cette politique se fait à côté du mouvement de la grève. Par ailleurs, il se fait même contre un peu le mouvement de la grève, puisque c'est dans la perspective des élections législatives du 23 et 30 juin. Et dans le même temps, le mouvement de grève, il a trop de limites pour pouvoir constituer une alternative politique qui soit issue des travailleurs. Je m'explique. On en parlait déjà hier, mais déjà il y a une auto-organisation du mouvement qui est très limitée. Enfin, c'est des chiffres qu'on citait hier, je ne sais pas si c'est des chiffres qui sont très fiables, parce que évidemment c'est difficile de faire des chiffres sur ces questions-là, mais il y a 14% des comités de grève qui sont élus, donc on voit que c'est très peu, 23% qui comportent des non-syndiqués, donc très peu aussi, et seulement 2% qui sont révocables. Et d'autre part, on a très peu de cas de redémarrage d'usine, par exemple. Ça existe dans certains mouvements, c'est-à-dire on veut assurer la survie du mouvement, on fait nous-mêmes redémarrer les usines sans les patrons, etc. Et ça, c'est les conditions pour qu'il puisse y avoir une alternative de pouvoir. On voit bien pourquoi. Parce qu'en fait, c'est la condition pour laquelle on dit en fait, on n'a pas besoin des législatives ou d'avoir tel parti, machin, etc. Mais en fait, les travailleurs, ils pourraient offrir une alternative en disant nous, on peut faire tourner la production nous-mêmes, mettre en place un propre système, etc. Mais ça demande d'avoir à la fois de faire redémarrer l'usine, à la fois aussi d'avoir un mouvement où il y a une auto-organisation, des coordinations, etc. Et ce qu'il n'y a pas du tout, enfin, ce dont on est très loin, quoi. Et en fait, c'est ça qui va laisser aussi beaucoup d'espace pour la politique du PCF et de la CGT, qui est un petit peu conjointe, parce que c'est des organisations qui sont très proches. Enfin, c'est la division syndicale et politique, elle est un peu formelle, parce qu'en réalité, chacun fait son job, mais on fait ensemble la même logique. Et donc leur logique, à partir de la convocation des élections, c'est de finir la grève et de passer sur le terrain électoral. Et donc, le 6 juin, l'Humanité titre « Reprise victorieuse du travail dans l'unité ». Voilà, on a tout gagné, maintenant on est content, on reprend le travail. Le 10 juin, il y a un meeting qui est organisé par le PC, avec la présence d'Aragon, et on se félicite de la victoire prochaine du parti, qui permettra d'obtenir dans les urnes ce qui n'a pas permis la grève. On dit, voilà, on n'est pas... Oui, c'est vrai, on aurait pu obtenir plus, mais vous verrez, on va gagner et on va obtenir quand même des choses. Et partout, la bureaucratie de la CGT fait tout, par toutes les méthodes possibles, pour faire reprendre le travail,
parfois en négociant des accords branche par branche, même entreprise par entreprise, quand vraiment il faut avoir un petit peu plus pour prendre le travail, mais aussi en explosant les AG, en truquant les votes, enfin tout type de méthode, etc. Cette reprise du travail, elle suscite des protestations assez importantes. Il y a la vidéo dont parlait Pierre hier, qui est la reprise du travail aux usines Wonder, qui est très connue. Mais en fait, il faut savoir que ça s'est passé dans plein d'usines. Il y a plusieurs vidéos, effectivement. Mais en fait, c'était difficile de filmer, parce que ça, par exemple, ça a été filmé en caméra cachée, ou je sais pas, enfin, un truc... évidemment, sinon, c'est difficile d'assumer ça, quoi. Pire que ça, dans certains secteurs, notamment l'automobile, la métallurgie et l'aéronautique, la grève s'amplifie à partir du mot d'ordre de la reprise du travail. Le 10 juin, juste pour réaliser, au moment où ils font leur meeting pour dire on va tout gagner aux élections, il y a encore 1 million de grévistes en France. Donc on est très loin de ça. D'une reprise du travail facile, évidente, etc. quoi, pour le PC. Et bon, juste un petit mot sur le PC. Pourquoi l'accompagnement du PC, le fait qu'il joue son rôle jusqu'au bout de briseur de grève, c'est lié à la longue dégénérescence, je n'ai pas le temps d'y revenir, mais du PC, depuis sa création, c'est un parti bolchevique en 1920, il y a eu une longue dégénérescence sous l'influence du stalinisme, etc. Enfin, ce serait trop long d'y revenir, mais l'élément, à mon avis, déterminant, c'est que après-guerre, il se convertit officiellement, c'était déjà le cas officieusement, mais officiellement à la voie pacifique, à la voie réformiste, et c'est notamment Thorez qui donne une interview au Times, s'il vous plaît, le 18 novembre 1946, et qui dit qu'il y a une voie française de socialisme. Et donc qui explique qu'il y aurait une voie parlementaire, pacifique, etc. L'insurrection, c'est les questions de l'Est, ou des pays où il n'y a pas de démocratie. Quand on a une démocratie, c'est différent. Et en fait, c'est intéressant parce que ce que vient révéler 68, c'est qu'est-ce que signifie cette conversion à la légalité républicaine. C'est pas du tout une conversion au pacifisme, mais c'est vraiment devenir le bras armé de la bourgeoisie dans le mouvement ouvrier, et y compris d'être prêt jusqu'à assumer à non seulement trahir les travailleurs en grève, les faire entrer dans le rang, mais aussi aller jusqu'à les heurter physiquement et assumer toute la répression qu'il a existé. Parce que je reviens pas beaucoup là-dessus, enfin, juste pour dire un petit mot, parce qu'il y a un truc demain, mais en fait, cette reprise du travail et cette voie pacifique de dire on fait des élections, s'accompagne en sous-main d'un durcissement sans précédent de la répression, c'est un petit peu connu. Jusqu'ici, il y avait eu un mort en 68, jusqu'au 30 mai, et là, il va y en avoir 5 de plus, parce qu'il y a plusieurs cas où les CRS tirent à balles réelles, bon, j'ai pas le temps de tout détailler. Il y a aussi, par exemple, les comités de défense de la République, qui sont des milices un peu proto-fascistes, qui sont lancés par De Gaulle, et dont un membre va tuer quelqu'un le 29 juin à pistolet, donc ça montre qu'ils sont armés, déterminés, etc. Et aussi, en vertu des élections législatives, à partir du 12 juin, les manifestations sont interdites, et 11 organisations d'extrême gauche sont dissoutes, dont la JCR, qui est l'ancêtre du NPA, Voix ouvrière, qui par ailleurs, pour la petite anecdote, va devenir Lutte ouvrière après, se reformer sous un autre nom, et voilà, et les militants sont persécutés, etc. Et notamment, on prend n'importe quel prétexte pour contrôler les réunions, dissoudre les réunions, interdire, etc. Et notamment, un élément très important, c'est qu'il y a un des films qui est jugé très subversif par la police, et devinez c'est quoi ce film? C'est la reprise du travail aux usines Wonder. Et du coup, c'est intéressant parce qu'à la fois on voit ce qui est subversif pour eux, et en même temps on voit pourquoi le PC et la CGT ont intérêt à camoufler entièrement cette opération. C'est ce qu'ils font très bien. Ils ne parlent de rien, ils ne dénoncent rien. Et par exemple, la fédération PCF du Doubs, après les 2 morts de Sochaux, où la police a tiré à balles réelles, elle explique « L'ordre a régné grâce au calme et à la dignité des travailleurs. C'est donc en accordant satisfaction aux revendications obtenues que pourra être rétablie la situation afin de supprimer tout risque de nouveau désordre. » Donc eux, c'est le retour à l'ordre. Leur truc, c'est de dire, voilà, faut retourner à l'ordre parce que sinon les élections vont mal se passer, et ils sont d'accord avec ça. Et ça, c'est important parce que le PC, à ce moment-là, il y avait déjà des gens qui se sentaient un petit peu, mais il a révélé toute sa force contre-révolutionnaire, en fait. C'est-à-dire là, il n'y a plus de doute, c'est pas seulement un représentant timoré de la classe ouvrière, ou qui va pas trop loin, etc., mais c'est voilà, la direction contre-révolutionnaire qui est capable d'écraser la grève et en accompagnant tout le processus de répression de cette grève.
Et bon, c'est à partir de là, évidemment, que se pose la question du Parti révolutionnaire, parce qu'on voit que si la grève de 68, elle a un côté très spontané, je veux dire, vu la description que j'ai faite, etc., en même temps, on voit que la spontanéité, elle peut permettre de faire une grève générale. Bon, après, c'est un peu plus compliqué, évidemment, parce qu'il y a toute une influence en amont, des idées révolutionnaires, de plein de choses, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même un caractère spontané, mais on voit aussi les limites de la spontanéité. Et je voudrais citer un autre texte de Trotsky, qui est écrit en 1939, qui, pareil, je pense, fait un petit peu écho à cette situation. Lui, il parle de la guerre civile espagnole, mais ça rappelle les choses. Il dit, en réalité, la direction, donc bon, la direction, c'est la direction de la classe ouvrière à ce moment-là, c'est le PC, n'est pas du tout le simple reflet d'une classe ou le produit de sa propre puissance créatrice. Une direction se constitue au travers des heurts entre les différentes classes ou des frictions entre les différentes couches au sein d'une classe donnée. Mais, aussitôt apparue, la direction s'élève inévitablement au-dessus de sa classe et risque de ce fait de subir la pression et l'influence d'autres classes. Ça, on pourrait dire, on voit le PC, c'est-à-dire comment il subit l'influence de la bourgeoisie, c'est-à-dire de commencer à jouer plus le rôle de la bourgeoisie que du mouvement ouvrier. Le prolétariat peut tolérer, pendant longtemps, une direction qui a déjà subi une totale dégénérescence intérieure, mais qui n'a pas eu l'occasion de la manifester au cours de grands événements. Il faut un grand choc historique pour révéler de façon aiguë la contradiction qui existe entre la direction et la classe. On peut dire que c'est ce qui s'est passé en 68. La PC révèle sa vraie nature. Les chocs historiques les plus puissants sont les guerres et les révolutions. C'est précisément pour cette raison que la classe ouvrière se trouve souvent prise au dépourvu par la guerre et la révolution. Mais, même quand l'ancienne direction a révélé sa propre corruption interne, la classe ne peut pas improviser immédiatement une direction nouvelle. Surtout si elle n'a pas hérité de la période précédente des cadres révolutionnaires solides capables de mettre à profit l'écroulement du vieux parti dirigeant. Et donc ça, c'est, à mon avis, intéressant parce que justement, c'est de dire, si on n'a pas préparé une alternative à la faillite du PC, eh ben, oui, enfin, je veux dire, on ne peut pas l'improviser. Et je pense que c'est pas juste une discussion abstraite sur son univers, c'est une discussion très concrète, parce qu'on voit bien, si on... Bon, après, il pourrait y avoir une discussion quelles auraient été les tâches d'une direction révolutionnaire capable de le faire dans la période, mais on voit bien que si, par exemple, la question de l'auto-organisation, qui est une question qui ne tombe pas du ciel, c'est toujours une question qui est... Parce que justement, quand vous êtes en grève et que vous voyez la grève s'étendre, vous ne voyez pas pourquoi vous avez forcément besoin d'avoir des comités de grève qui soient bien élus, etc., machin, tout programme. Vous dites, bah regardez, ça marche, voilà, tout le monde va dans la bataille, on y va, etc. Et en fait, il faut des militants un petit peu conscients, préparés, pour dire, oui, mais il faut s'auto-organiser. Bon, parce que ça, en partie, ça permet de grossir le mouvement, parce que ça permet de dire, chacun est bienvenu dans la lutte et a son mot à dire. Ça permet aussi de préparer ce qui vient après. Et notamment, on voit bien que s'il y avait eu, par exemple, une vraie auto-organisation à la base, après c'est pas pour faire l'histoire à cause de Messi, mais en tout cas, s'il y avait une vraie coordination, une vraie auto-organisation à la base qui représentait chaque AG, qui avait des coordinations, qui avait par exemple un programme d'ensemble, et qui avait aussi, par exemple, les moyens de se défendre, c'est-à-dire qui se pense comme on défend chaque partie du mouvement, etc., quand il est attaqué, etc., ça aurait permis de résister d'une toute autre manière à la réaction qui a suivi. Parce que par exemple, si on parle du démantèlement branche par branche, vous voyez, on fait signer un accord dans une usine. En fait, vous sortez une usine, évidemment, après, ça fait déjà ça de moins dans la bataille et vous attaquez secteur par secteur. Alors que si vous avez un plan d'ensemble où les gens disent on est d'accord sur cet ensemble de revendications et nous c'est ça, et par exemple, vous pouvez mettre même la démission de De Gaulle si vous voulez dedans, bah, évidemment, c'est plus difficile de démanteler le mouvement. Et pareil, si vous avez quelque chose où les gens ils se défendent les uns les autres, et par exemple, je sais pas, on peut aller défendre quelqu'un d'autre qui a attaqué à un moment donné, même physiquement contre la police, évidemment, c'est beaucoup plus facile de résister, et ça empêche toute la dispersion et l'isolement qui a existé. Et ça, après, pour aller plus loin même, c'est ça qui pose l'architecture matérielle pour même penser que soit possible une insurrection et une prise du pouvoir. C'est-à-dire d'avoir vraiment un mouvement qui se dote d'une coordination, d'une direction, quoi.
Euh, et en fait, le truc, c'est que pour dire les choses, il y a des choses qui ont été faites un peu dans ce sens, notamment par les militants trotskistes de l'époque. Et ça, pareil, c'est raconté par Ben Saïd. Il y a la création de comités d'action, par exemple, qui regroupent les éléments les plus combatifs dans les secteurs, mais c'est très difficile, hein, c'est élémentaire comme organisation. Et il y a une tentative de les coordonner. Et en fait, le truc, c'est que les militants révolutionnaires n'ont pas assez de poids, de toute façon, pour que ça devienne vraiment une coordination. Et d'ailleurs, à l'époque, ils se leurrent pas trop là-dessus. Ils disent, on va pas changer le mouvement, mais par contre, on peut modifier positivement le rapport de force dans une certaine mesure, à la mesure de nos forces, et en même temps démultiplier l'audience des révolutionnaires, faire une petite démonstration de quelle politique on peut mener. Mais le truc, c'est que je pense que ça, c'est un constat plutôt partagé, c'est que à cette époque-là, l'extrême gauche, et en particulier les groupes trotskistes, ne pèsent pas assez pour imaginer pouvoir peser dans la situation qui existe, pour donner, notamment parce que bon, je sais pas si tout le monde connaît un petit peu, mais la 4e internationale fondée par Trotsky, elle s'est explosée, elle est très divisée, etc. Et en même temps, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a subi les coups de boutoir conjugués du fascisme et des staliniens, quoi. Donc deux ennemis qui ont quand même une certaine puissance. Et par ailleurs, même après-guerre, vous n'avez plus forcément les fascistes, enfin vous pouvez avoir quelques bandes, mais je veux dire, pour s'implanter dans une usine quand vous êtes trotskiste, c'est voilà, on pète la gueule, machin, tout, etc. Enfin, c'est extrêmement difficile. Il y a une calomnie anti-trotskiste très très forte, etc. Donc les petits groupes souffrent beaucoup de ça. Et sans rentrer dans les détails, par exemple, la situation un peu du mouvement trotskiste, en France, il y a l'OCI, qui est sûrement l'organisation qui a le plus d'influence, mais qui en même temps est très marquée, et c'est le prix un petit peu d'avoir résisté au coup de butoir en une certaine mesure, par une conception de l'organisation très verticale, très rigide, et qui fait par exemple qu'eux, ils vont refuser de participer aux barricades en mai 68, ce qui est quand même un petit peu délirant pour une organisation révolutionnaire, mais en même temps, il y a des choses qui s'expliquent par ça. Après, il y a Voix ouvrière, donc qui va devenir Lutte ouvrière après, sa dissolution. Et eux, pour donner un petit ordre d'idée, on estime qu'il y a après une quarantaine de bulletins de boîte à cette époque. Donc on voit, ça démontre une petite influence, mais c'est quand même assez limité. Et après, il y a la JCR, qui, elle, je ne sais pas si tout le monde sait, mais est principalement implantée dans la jeunesse. Et c'est logique, ça vient de sa construction très récente et de son origine, parce qu'en fait, la plupart des militants qui la composent sont des gens qui ont rompu avec la JC. D'ailleurs, là, le nom JCR, puisque c'est la jeunesse communiste, mais la vraie révolutionnaire, ou avec l'UEC, sur la base justement de la chasse aux trotskistes et de toute la politique voilà, désastreuse qui a été menée par le PC pendant la guerre d'Algérie, etc. Quoi. Et donc, du coup, on parle de quelques milliers de militants à l'implantation relativement limitée, et donc, bon, voilà, insuffisant pour peser. Mais en même temps, le problème qu'on peut poser, je ne vais pas détailler, mais il y a un topo normalement qui est prévu cet après-midi, demain, sur un peu le tournant pour l'extrême gauche. Mais le problème, je pense, c'est plus la question de savoir comment ces organisations, elles auraient pu, après la démonstration que fait le PC et dont parle Trotsky, réussir à capitaliser davantage là-dessus. Parce que, en fait, si on regarde, le PC après 68, il va s'effondrer progressivement jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui, mais il y a quand même une période pendant 10 ans où il arrive à se maintenir plutôt bien. D'ailleurs, je veux dire, il fait le programme commun avec Mitterrand, etc. C'est plutôt l'expérience avec Mitterrand qui va l'achever. Mais déjà, ça ouvre un nombre de brèches, un nombre de contradictions incroyables, mais dont les groupes d'extrême gauche sont très peu capables de capitaliser et d'arriver voilà, à poser les bases d'un parti révolutionnaire et qui, par ailleurs, aurait pu changer quelque chose dans la situation dans les années d'après, parce que si on regarde, mais après 68, c'est pas la fin de la combativité ouvrière en France, mais surtout si on regarde dans le monde, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un certain nombre de processus révolutionnaires qui vont être déviés par voilà, le stalinisme dont le PCF est l'antenne française,
un peu partout dans le monde et qu'il n'y a pas eu capacité à peser plus que ça pour empêcher la déviation de ces processus, quoi. Je voudrais juste dire quelque chose, c'est que quand on parle de direction révolutionnaire et de voilà, la nécessité d'un parti révolutionnaire dans la situation, je pense qu'il faut se prémunir de toute vision, parfois c'est souvent même malheureusement c'est beaucoup vu comme ça, selon laquelle le parti serait une espèce de guide de la classe ouvrière, en somme un mouvement de rats de bibliothèque, des érudits, et qu'ils attendent que la grève générale surgisse, et après ils surgissent de nulle part et ils disent « Ah mais regardez, le programme c'est ça, il faut faire ci, il faut prendre le pouvoir, etc. » quoi. Je pense qu'il faut se prémunir de ça, et c'est notamment l'avertissement que lançaient Ben Saïd et Weber en 1969 dans le bilan qu'ils tirent, et où ils appellent à la création d'un parti révolutionnaire. Ils disent « C'est un vieux procédé réformiste que de réduire la crise, sous-entendu crise révolutionnaire, à sa ponctualité. De ramener le problème révolutionnaire à la seule question. Fallait-il prendre le pouvoir, à telle date, prendre le pouvoir ou non ? On ne répond pas à une question aussi malhonnêtement formulée. » Et plus loin, ils ajoutent « Une crise révolutionnaire n'est pas un éclair dans un ciel serein. De même que l'issue d'une crise n'est pas indépendante des forces qui y sont en cause, de même, son déclenchement et son développement ne sont pas indépendants des facteurs de la lutte des classes. » Je ne sais pas si ça se comprend bien, mais c'est l'idée que c'est pour ça que la conception du parti que nous, on pense qu'il faut construire, c'est un parti qui se forge au cœur de la lutte des classes. D'une part, parce que le parti qui représente la classe, nous on pense qu'il est utile à faire avancer le rapport de force, même de manière partielle, même sur des petits éléments, etc. Mais il joue un rôle dans la lutte des classes, mais surtout parce qu'il s'y teste lui-même. Et je pense que, notamment si on pense à ce que dit Trotsky sur la direction qui se détache de sa classe, le meilleur moyen de l'empêcher, c'est bien d'avoir un contrôle et un test permanent de la lutte des classes, et qui sont en somme des petites écoles de guerre avant la vraie guerre qui se déroule dans les situations révolutionnaires, quoi. Et je dis ça parce que je pense que c'est pour ça que je pense qu'il faut non seulement étudier l'histoire de mai 68 et des autres grands épisodes révolutionnaires qui peuvent exister, enfin on avait fait sur 17 au mois de décembre, sur la révolution 17, mais je pense qu'il faut aussi passer aux travaux pratiques, et ça veut dire faire l'expérience du militantisme. Parce que affronter la lutte des classes au sein d'une organisation révolutionnaire, c'est non seulement disposer d'outils théoriques, arriver à se former sur des bilans, des expériences, etc., mais c'est aussi avoir une lutte qui est une lutte cumulative. C'est-à-dire que chaque expérience de lutte qu'on fait, on est capable d'en tirer le bilan et d'essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, comment on pourrait faire mieux. Et je pense que nous, par exemple, même l'histoire de mai 68 et des groupes qui sont intervenus à l'époque, il faut qu'on le considère comme ça. C'est-à-dire comme si nous, on l'avait vraiment vécu et nous, qu'est-ce qu'on pense qu'il aurait fallu faire, si ça c'était bien, voir les erreurs, les bilans, etc. Ça ne veut pas dire donner des leçons, mais ça veut dire penser comment une expérience qu'on fait des autres, même, elle peut être synthétisée et nous servir à nous-mêmes. Et je pense qu'en tout cas, il y a quelque chose d'important comme montre l'histoire de mai 68, c'est que la révolution, c'est quelque chose qui est possible dans un pays comme la France, et même parce qu'en fait, si on regarde, tous les arguments qui s'opposent aujourd'hui à dire on ne peut plus faire la révolution, c'est les arguments qui existaient avant 68. C'est-à-dire, il y a une démocratie bourgeoise, il y a une classe moyenne, la société de consommation, etc. Enfin, plein de choses, on nous dit, voilà, maintenant, il y a trop de forces qui pèsent, c'est plus possible, etc. Et on voit que mai 68 a fait une démonstration, une incarnation du contraire, et ça a une valeur très forte, je pense. Et c'est notamment Sartre qui disait ça à l'époque des événements. Bon, c'était à l'époque où il était un peu mieux politiquement qu'après. Il était proche des maoïstes, mais en tout cas, il était révolutionnaire convaincu. Et il dit « L'important, c'est que l'action ait eu lieu, alors que tout le monde la jugeait impensable. Si elle a eu lieu cette fois-ci, elle peut se reproduire. » Et ça, c'est bien pour ça que la bourgeoisie, aujourd'hui, elle met tant d'acharnement à faire comme si cette expérience n'avait jamais existé. Parce que si on regarde, par exemple, évidemment, il y a une histoire bourgeoise de
Enfin, il y a une histoire bourgeoise, quoi, de la France, du monde, etc., de ce qui s'est passé. Mais mai 68, la déformation, elle est quasiment caricaturale, quoi, en fait. Et moi, je pense que c'est pour ça aussi qu'à l'inverse, nous, c'est important qu'on porte cette expérience haut et fort. Pour reprendre un petit peu une formule que disait Ben Saïd, la meilleure manière de le porter haut et fort, c'est de dire, comme lui il disait après 68, en 68 et après, il disait on a gagné le droit de recommencer. Et que rien ne nous empêche de pouvoir le faire. Et il disait même plus que ça dans Messi, donc 20 ans après, il fait une interpellation à tous ses camarades qui ont arrêté de militer. Ils disent regardez, aujourd'hui c'est trop difficile, on voit, et machin, tout, etc. Le rapport de force trop dégradé. Et lui il dit mais vous croyez? Il dit rappelez-vous, en 65, parce que ses camarades, il a commencé à militer 3 ans après 68, il disait vous croyez que c'était plus facile de se lancer dans la lutte révolutionnaire qu'aujourd'hui? Et il décrit un petit peu toutes les conditions. Il dit on avait De Gaulle flamboyant, la 5ème République et machin, tout, etc. Le pouvoir ultra personnalisé. Vous voyez, les référendums, etc. C'est un truc qui est un peu connu. Voilà. Il y avait le stalinisme qui était ultra fort. Je veux dire, aujourd'hui, tu peux aller dans une usine, il n'y a aucun problème. Tu peux aller voir un travailleur, tu peux aller discuter avec Trotsky. Je ne sais pas si tu vas le convaincre, mais en tout cas, a priori, tu ne te fais pas trop taper sur la gueule. Enfin, ça peut arriver des fois, mais généralement, ça va. Et voilà. Et du coup, dire que les conditions seraient plus difficiles, aujourd'hui, je pense que c'est pas la question. La question, c'est vraiment d'avoir la conviction que la révolution, elle est à la fois possible et souhaitable. Je pense que mai 68 démontre qu'elle est possible. Et je pense que la question du souhaitable, c'est que voilà, nous on pense que, en fait, c'est aussi que mai 68, ça montre que c'est possible et ça montre aussi, enfin comment dire, en tirer les bons bilans, ça permet d'en tirer la conclusion qu'on aurait pu aller plus loin et pas seulement avoir quelques petits acquis partiels, mais vraiment poser les bases d'une société communiste, c'est-à-dire libérer l'exploitation et l'oppression. Et que voilà, ça c'est une tâche qui aujourd'hui est devant nous, quoi. C'est pas seulement de refaire mai 68, mais d'essayer d'aller, comme on dit parfois, jusqu'au bout.